Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le droit de guérir est à Vannes. Donc je suis à Vannes en Bretagne avec le docteur Yves Cornette de Saint-Cyr. Bonjour docteur. Bonjour Mathias. Euh, alors on est là pour quelque chose d'un peu particulier. Mais dans un premier temps, on va vous écouter. Alors déjà vous allez vous présenter. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, je suis médecin à Saint-Avé. J'exerce dans le cadre d'une spécialité qui est la rééducation, réadaptation fonctionnelle, s'occupant particulièrement de malades chroniques, ce qui m'a mis sur la piste de Lyme. Alors justement, cette fameuse maladie de Lyme, on en parle évidemment de plus en plus. C'est quoi pour vous la maladie de Lyme chronique? C'est une affection qui a de multiples visages. Immédiatement, elle n'a pas les caractères d'une maladie infectieuse. Il faut en connaître les signes cardinaux. On y trouve des troubles neurovégétatifs, ce qu'on appelle couramment les troubles fonctionnels. Ces fameux troubles fonctionnels sont une coqueluche pour les médecins parce qu'ils n'ont pas de spécificité. Ils peuvent être communs à beaucoup de pathologies, mais il faut reconnaître que l'accumulation de ces troubles dans la maladie de Lyme prend quand même une signification, et cette signification est d'autant plus caractéristique qu'elle est durable. Et puis qu'elle s'inscrit dans un contexte d'exposition tel le milieu agricole, tel les forestiers, les scouts, ces familiers de la nature qui sont exposés aux tiques. Et ces malades ont des caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'ils sont souvent surpris eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas vu la tique, ils n'ont pas vu l'exposition. C'est aussi parce que ils ne sont pas reconnus la plupart du temps par leur médecin, ou bien, quand la maladie a été reconnue, elle est déclarée a priori guérie après un traitement qui s'avère souvent insuffisant. Et il faut reconnaître que cette porte fermée que rencontrent pas mal de malades, et c'est une situation odieuse qui est perturbatrice pour les malades et qui crée des situations sur le plan psychologique très pénibles, de l'amertume, et qui d'ailleurs les conduit à rechercher à travers la consultation de divers spécialistes des solutions qui malheureusement ne viennent pas tant que la cause n'a pas été identifiée. On devrait se réjouir du fait que ces examens redeviennent blancs sans aboutir à des diagnostics, mais c'est l'effet inverse qui conduit à une situation désespérante. Alors vous justement, vous avez décidé de prendre en charge ces malades de Lyme. Vous avez combien de patients aujourd'hui? Vous soignez combien de personnes à peu près? Ah mon Dieu, c'est une question dure. Ouais. Hein, et il faut dire que je pourrais être accusé de voir Lyme partout. Il faut savoir que la situation est telle dans le petit monde des gens affectés par sa maladie et avec le recours aux moyens de communication fait que on voit des malades venir des départements voisins. Alors, bon, je pourrais vous dire que je dois en voir au moins 5 ou 6 par semaine de nouveau. De nouveau, oui. Oui, tout en sachant que ma patientèle est constituée, en raison de ma spécialité en rééducation immunitaire, de patients ayant des maladies inflammatoires chroniques
qui pose la question de l'origine de cette maladie. En tout cas, d'une des origines, parce que ces maladies inflammatoires sont polyfactorielles. Il y a des facteurs génétiques et il y a donc des facteurs qui perturbent le système immunitaire et qui l'entretiennent. Et je pense que ces bactéries intracellulaires représentent toute une famille de responsables des maladies chroniques. Donc vous travaillez donc sur le système immunitaire. Vous travaillez avec une technique un peu particulière. Vous pouvez nous en parler, nous dire à quoi ça consiste? Ah, très bien. Oui, ben, je suis ravi parce que c'est vraiment une discipline qui est passionnante, qui a un côté particulièrement humain, puisqu'elle s'occupe de gens qui sont menacés de handicap et qui ont besoin d'avoir une attention médicale à leur globalité et qui nous amène, au fond, à réviser aussi notre fonction de médecin, parce que dans les états chroniques, la médecine est bien obligée de reconnaître qu'elle a des limites et qu'il ne peut y avoir de progrès que par l'intégration dans le projet thérapeutique de la prise en charge du malade par lui-même. Voilà. Donc la rééducation immunitaire doit se concevoir comme une attention à tous les facteurs qui peuvent favoriser le fonctionnement de l'immunité. Maintenant, sur le plan technique, il est possible d'influer la réponse immunitaire, puisque celle-ci est déterminée par la reconnaissance d'antigènes. Il y a des antigènes de l'environnement, comme des antigènes bactériens, qui sont susceptibles d'engendrer des états auto-immuns. Et si on connaît ces antigènes, on peut aboutir à une forme de désensibilisation. J'emploie le terme désensibilisation parce qu'il est connu. En réalité, le processus que l'on utilise, c'est un processus un peu inverse. Dans la désensibilisation, en utilisant l'antigène qui déclenche la maladie, de façon progressive, on va épuiser le potentiel de réaction, puisque ce potentiel de réaction, il s'appuie sur l'accumulation de substances comme l'histamine, qui va créer les rougeurs. Mais maintenant, si les cellules qui fabriquent cette histamine sont épuisées, l'effet de l'antigène va être beaucoup moins grand et on va pouvoir atteindre le seuil qui permet de disjoncter. Et là, les cellules ont un seuil à partir duquel elles s'autodétruisent. La rééducation immunitaire utilise le processus inverse. Avant de lancer une réponse immunitaire destructrice, de rejet, il y a une réponse immédiate qui est une réponse d'accueil. L'antigène est reconnu et la nature fabrique entre autres des anticorps qui s'appellent les IgD, qui ont une vie courte, qui n'ont pas de système de mise à feu et dont la présence sur l'antigène va en fait le dissimuler. Et donc vous comprenez qu'on est dans une situation de tolérance. C'est une tolérance active puisqu'on fabrique une substance protectrice. Mais la programmation de la fabrication des IgD est relativement limitée et quand l'antigène prend l'allure d'un envahisseur, ce système de protection s'exclut de lui-même et les IgD sont remplacés par des IgM qui vont introduire le rejet. Alors, en quoi les anticorps peuvent être nocifs dans la maladie auto-immune? C'est quand ils ont pour cible l'organisme lui-même. Et les cibles, en fait, les plus exposées, ce sont les fameuses molécules HLA qui sont le support de notre identité. Donc, si on dispose d'antigènes analogues à nos propres HLA, eh ben, on peut induire ce processus de tolérance immune.
C'est un peu compliqué. Non, mais j'arrive à comprendre. Après, bon, les personnes qui nous suivent pourront aller chercher des informations sur Internet. Après, il y a quand même des informations. Voilà, bon, je peux être plus concret, si Alors, vous voulez. allez, plus concrètement. Voilà, c'est que, donc, à partir du moment où on dispose de solutions qui contiennent ces antigènes, il faut d'abord savoir que leur histoire est une histoire empirique. Hein, et que l'inventeur, c'est un allergologue qui s'appelait le docteur Roudier, s'est mis dans l'idée qu'il y avait des anticorps contre le streptocoque, puisque le streptocoque donne une maladie auto-immune qui s'appelle le rhumatisme articulaire aigu. Ces anticorps anti-streptococciques, il s'est dit, je vais les injecter et faire comme une désensibilisation. Et en fait, sur ces malades sensibilisés, il a aggravé la situation. Il est tombé sur un malade assez aventureux qui lui dit « Mais docteur, hein, ça marche votre truc, pas dans le bon sens, mais il faut continuer. » Et voilà, il a pu continuer, et en diminuant les doses, avec prudence, évidemment, il est tombé dans l'homéopathie qui n'était pas du tout de son ressort. Voilà, alors cette histoire donc de rhumatisme articulaire aigu lui a ouvert la voie. Ensuite, il s'est retrouvé en face de malades ayant un rhumatisme assez connu, qui est la spondylarthrite ankylosante, dont on sait le rapport avec le B27. Et il se trouve HLA-B27. Et donc, dans son idée, hein, le B27 avait son mot à dire, et il ne supposait pas encore tout à fait qu'il puisse être la cible d'anticorps anti-B27. Mais enfin, il a utilisé un sérum contenant du B27 et, pour un malade qui venait le voir pour une allergie nasale. Et il revoit son malade une semaine après et qui lui dit « Docteur, pour le nez, c'est pas terrible. Mais alors, pour ma spondylarthrite, il y a longtemps que j'ai pas été aussi bien. » Alors c'est le début d'une longue histoire. J'étais en train de vous dire tout à l'heure que j'allais rentrer dans le concret. Excusez-moi. Le concret, c'est donc qu'on dispose comme ça de solutions antigéniques hyper diluées et qu'il suffit d'en injecter 1/10 de millilitre en intradermique pour déclencher une réaction qui est graduelle dans la semaine. Les IGD, pour prendre ce modèle qui nous permet, j'allais dire, de référence intellectuelle, leur vie est d'une semaine à peu près. Et donc ça correspond aussi à l'effet de ces injections. Donc on fait revenir les malades de semaine en semaine, et avec un peu d'expérience, en 6 à 12 semaines, on arrive à trouver la dilution qui correspond à la sensibilité du malade. Alors, cette dilution n'est pas forcément acquise définitivement, parce qu'il se trouve que la sensibilité du malade évolue avec l'expérience, avec la reconnaissance. Mais enfin, dans la plupart des cas, on arrive à trouver une dose qui est stabilisée au bout de 2-3 mois et qui tient plusieurs années, mais on doit s'adapter. C'est donc une méthode qui est extrêmement pragmatique, qui est, s'il fallait trouver un moyen pour prouver l'existence de la transmission d'une information par l'homéopathie, on en a la preuve, parce que c'est reproductible. Maintenant, il est certain qu'on n'a pas pour l'instant d'instruments de mesure directe de l'effet. Il faut un certain temps. Quand vous avez une maladie inflammatoire, vous allez voir les paramètres de l'inflammation qui vont baisser progressivement. Mais paradoxalement, on voit une amélioration physique qui précède vraiment l'amélioration biologique.
Ouais. Ce qui montre qu'il y a un facteur en plus. Bien sûr. Vous comprenez, on va fabriquer de nouveaux moyens de tolérance et qui sont des moyens qui vont participer pendant un certain temps à la vitesse de sédimentation. Hein, on va avoir donc des protéines qui circulent un peu plus dans le sang et celui qui s'en tient juste à ce critère biologique, eh ben, se met le doigt dans l'œil parce que la réalité, hein, c'est l'évolution de la perception du malade, c'est l'assouplissement de son dos, de ses hanches, bref. C'est vraiment une méthode extraordinaire pour un médecin face à des maladies qui sont jugées incurables, quoi. Alors, justement, donc, on a bien compris la technique que vous utilisiez. Est-ce que, aujourd'hui, vous avez des problèmes avec le Conseil de l'Ordre? On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez des problèmes avec le Conseil de l'Ordre par rapport à cette technique? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il est certain que, à la suite d'une plainte d'une malade, le Conseil de l'Ordre m'a convoqué pour que je lui donne des explications sur la méthode. Une méthode que dans le monde médical, on savait, mise à l'index par le Conseil national de l'Ordre, puisque son promoteur, son inventeur, hein, qui a exercé à Lyon pendant 50 ans, a été interdit de l'utiliser après une plainte de 5 neurologues. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que pendant près de 50 ans, 45 ans, Roudier avait essentiellement une clientèle rhumatologique, mais il avait aussi des artérites, enfin des maladies inflammatoires. Il était montré du doigt, mais sans qu'il ait pu être touché. Quand il a trouvé l'antigène correspondant à la sclérose en plaques, ces dernières se sont ruées chez lui. Et les neurologues de Lyon se sont insurgés. Alors, on se pose la question, comment se fait-il qu'il y ait eu comme ça ce bouleversement rapide? Donc, c'est qu'il y avait une découverte, qu'il y avait quelque chose. Au lieu d'aller vraiment au-devant de la vérité, ils ont donc engagé le Conseil de l'Ordre à le poursuivre. Et ça s'est terminé au Conseil national avec une décision radicale, sans appel. Et du coup, Roudier est parti. Donc, c'est pour vous dire que... Aujourd'hui, il exerce en Italie, ouais. Oui. Alors, je pense que c'est sa fille qui a pris la suite parce que c'était un homme très âgé. Très âgé, ouais. Mais en tout cas, j'ai eu des retours de malades qui vont en Italie. Alors aujourd'hui, des Français qui vont en Italie pour se faire soigner. Ouais. Ça paraît hallucinant, mais aujourd'hui, c'est... Voilà. Alors, on est encore quelques médecins en France à appliquer cette méthode. Moi, je l'ai toujours fait au grand jour. Et je ne me suis pas gêné pour exposer... J'ai passé plus de 2 heures au Conseil de l'Ordre pour leur faire comprendre que cette méthode, par son intérêt, m'avait conduit à progresser dans mes connaissances de l'immunologie, puisque j'ai suivi un parcours quand même très particulier. J'ai commencé par aller à la licence d'immunologie en auditeur libre, parce que je n'avais pas les conditions de biologiste pour accéder au diplôme. Ensuite, j'ai fait un DU d'immunopathologie, une maîtrise d'immunologie, un DEA de biologie moléculaire. Vous voyez, j'étais quand même assez armé et montrait une motivation forte qui avait quelques éléments démonstratifs pour me permettre de soutenir que c'était une méthode intéressante. Maintenant, elle a un côté scandaleux, parce qu'elle utilise des antigènes en très haute dilution, encore plus haute que dans l'homéopathie moderne. Et puis, elle vient donc s'interposer
dans l'organisation du monde médical, des spécialités. C'est une spécialisation qui est horizontale, qui peut toucher tous les organes, et donc beaucoup de spécialistes peuvent s'émouvoir de ce qu'on marche sur leur plate-bande. Alors on comprend bien l'ensemble du contexte. Concrètement, vous risquez quoi, vous, demain, face au Conseil de l'Ordre? Moi, ce que je redoute le plus, c'est que la rééducation immunitaire soit exclue, voilà, que je ne puisse pas continuer ce que je fais dans le cadre de ma spécialité. Ça m'était déjà arrivé quand j'étais à Nantes, mais en revenant dans mon département d'origine, le Morbihan, le Conseil de l'Ordre a accepté que je récupère ma spécialité et que voilà. Mais c'est ça que je redoute. Maintenant, je peux être rayé, je ne sais pas, radié, oui, radié du Conseil de l'Ordre. Et il y a une chose qui me désolerait, c'est que je ne puisse plus soigner ni les malades par rééducation immunitaire, ni les Lyme, enfin les Lyme. Excusez-moi pour cette expression qui ne convient pas, les sujets présentant des infections de type Lyme. Alors concrètement, nous, comment on peut vous aider? Toutes les personnes qui vont regarder ce live, comment elles peuvent vous aider, vous venir en aide? Eh bien, je pense qu'en manifestant leur compréhension de ce que peut représenter la rééducation immunitaire, puisque elle invite chacun à s'intéresser à son fonctionnement quand il a une maladie chronique qui semble inaccessible à la chimie, et de remettre en ordre leur fonctionnement, ça paraît un droit élémentaire. Et je soutiens l'idée qu'il y a aujourd'hui dans certaines règles médicales une privation du droit des malades à l'expérience, à chercher. Et on conçoit que les médecins ne puissent pas avoir une grande autonomie pour faire de la recherche, mais quand il s'agit d'une recherche du malade pour lui-même, on ne doit pas être un obstacle, au contraire, on doit être des accompagnants. Et je crois qu'il faut concevoir la rééducation immunitaire comme cela. Chacun a son rôle à jouer, aussi bien le patient que le malade. Et le patient, c'est évident que pour avoir justement cette liberté, il faut aussi qu'il ait accès à l'ensemble des informations et puis à la prise en charge de ces différentes thérapies. Ça paraîtrait juste logique et normal, quoi. Donc, au fond, il ne s'agit pas tant de la défense de mon droit d'exercer que de la défense bien plus générale du droit des malades à accéder à une thérapie qui met en œuvre des chances nouvelles qui leur sont propres. Alors pour justement vous soutenir, docteur, on a lancé il y a juste quelques heures une pétition en ligne. Donc évidemment, j'invite chaque personne à la signer, à la partager à un maximum de monde. Sur le monde entier d'ailleurs, je pense aux États-Unis parce qu'on a eu une forte mobilisation des Américains sur nos dernières pétitions. Donc c'est important que chacun entende cet appel et qu'on aide le docteur Yves Cornette de Saint-Cyr à pouvoir continuer à proposer cette thérapeutique et à exercer en toute tranquillité. Encore une fois, on a des retours positifs, très positifs de ce médecin-là au niveau de l'association. Comme je le dis dans la pétition, sa réputation elle est plus à faire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on laisse, à mon sens, tranquille ces différents médecins qui prennent le risque de soigner les malades de Lyme.
Aujourd'hui, c'est une pathologie qui est compliquée, on ne sait pas tout. Mais s'il y a des médecins qui arrivent à nous soigner et à nous guérir, je crois qu'il faut quand même qu'on leur laisse cette opportunité, autant pour vous que pour nous. Est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier message que vous voudriez faire passer, docteur? Après, on va voir s'il y a quelques questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Un dernier mot, docteur? Alors, vous me tentez, parce que j'en aurais beaucoup à dire. Je crois une chose, d'abord, évidemment, cette pétition, j'aimerais oui, que vous la propagiez avec cœur, en voyant son intérêt plus large, puisque la maladie de Lyme est l'opportunité de secouer le cocotier de la santé publique qui est mise en cause, puisqu'elle est passée à côté de la réalité de cette maladie. Les vrais lanceurs d'alerte, ça n'a pas été les services dédiés à cela. La veille sanitaire, aujourd'hui, elle est assurée par des malades. Et ceux qui sont les mieux placés pour parler des choses qui sauvent, des traitements salutaires, ce sont encore les malades qui ont une expérience à faire connaître. Et je pense que on a trop compté pour les progrès de santé sur la capacité du monde médical à se réformer. C'est une erreur grossière et il me semble que il serait bon, enfin il est indispensable de militer pour que politiquement il y ait une prise de conscience, que l'on sorte le monde de la santé d'une évaluation soumise uniquement au monde médical et à ceux qui, j'allais dire, ont la main mise sur l'évaluation, c'est-à-dire l'industrie pharmaceutique, il faut dire la vérité. Donc on voit qu'il y a tout un pan de connaissances médicales qui échappe au contrôle dit scientifique. Il faut revenir à l'observation du réel, tel que peuvent nous le montrer les malades. Il y a un avant et un après traitement. Et voilà cette différence qui met sur la piste des nouveautés à mettre entre les mains des scientifiques, évidemment, pour en tirer le meilleur profit. Alors on a Shirley, bonjour Shirley, qui nous demande est-ce que cette thérapeutique est coûteuse? Vous parlez, j'imagine, du traitement de rééducation immunitaire. Oui. Elle n'est absolument pas coûteuse. Les traitements, Roudier nous a donné ses bases gratuitement et nous ne faisons pas payer ces bases. Donc ça revient le coût d'un petit flacon de diluant, voilà, de quelques euros. Et avec un flacon, on fait une année. Voilà. Alors les injections peuvent être faites par des infirmières une fois par semaine, hein, et bien souvent les patients font eux-mêmes leurs injections. Ouais, c'est quand même hallucinant que des thérapeutiques aussi peu coûteuses, finalement assez simples à mettre en œuvre, j'ai l'impression, n'est pas aujourd'hui pignon sur rue. Enfin, encore une fois, c'est parce que les lobbies dirigent. Enfin voilà, on s'en rend vraiment compte dans ces moments-là, quoi. Il y a Shirley qui nous demande aussi comment se passe la prise en charge, s'il y en a une de cette thérapeutique. Il n'y a pas de prise en charge, je suppose, c'est à la charge du patient. La question n'est pas posée, non, c'est un acte médical complet, hein, ça rentre dans le cadre de ma pratique. Je reste un médecin de rééducation fonctionnelle. Okay. Les malades chroniques ont besoin d'une attention à tous les aspects de leur santé, depuis le soutien psychologique et
et stratégique pour bien vivre sa maladie et tout ce qu'il y a comme apport complémentaire sur le plan nutritionnel, sur le plan de l'élimination des nocivités de l'environnement. Enfin, c'est vraiment un job de médecin. Il est certain que pour appliquer ce type de méthode, il faut un peu le feu sacré. Voilà. Alors il y a Nathalie qui nous demande, en tant que malade, comment peut-on faire bouger les lignes? Alors bouger les lignes, aujourd'hui ce qu'on demande c'est la signature de la pétition dans un premier temps. Après, vous ne connaissez pas encore de toute façon le jour où vous allez être convoqué au Conseil de l'Ordre. C'est pas des questions qu'on a. C'est dans les 2 mois. Je pense que les témoignages de malades qui approchent de près ou de loin la pratique que j'ai, par exemple, l'expérience des malades qui leur permet de dire qu'ils ont progressé dans la mesure où ils se sont sentis soutenus par un médecin qui les prenait globalement. Il y a même ceux qui sont arrivés à se prendre en charge sans le soutien médical. Et donc, ce qui est important, c'est de faire valoir que dans le domaine de la santé, il faut voir le malade comme un acteur. Bon, alors ça, je crois qu'il y a ce point de vue, et c'est à seriner, passez-moi le mot, au Conseil de l'Ordre. Donc je pense que si on témoigne et que c'est par leur diversité, par leur nombre, ces témoignages arrivent entre les mains des associations de malades, ça leur donnera un moyen d'agir aux différents niveaux qui sont les leurs, c'est-à-dire des institutions et dans la mesure du possible des députés. Parce que les députés doivent prendre conscience que l'État a laissé les mains libres à des organismes, à des institutions, et en particulier au Conseil de l'Ordre, qui est dérogatoire du principe de la séparation des pouvoirs, et donc qui permet des jugements extravagants, comme celui de l'élimination du docteur Roudier, qui a aidé des milliers, et je n'exagère pas, de malades chroniques à sortir de leur marasme et des dépenses publiques. On le voit, hein, de toute façon, il y a beaucoup de témoignages. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Docteur Roudier, sclérose en plaques, ne serait-ce que ça, vous avez une liste de témoignages impressionnante sur ce médecin. Alors on va regarder s'il y a encore un petit peu des questions. Oui, il y a Tiessou qui nous demande a-t-il des confrères avec cette pratique sur Paris à nous conseiller? Écoutez, j'ai de bons amis à Paris, mais je leur veux pas de mal. Si vous me comprenez. Donc c'est pas une information qu'on donnera via ce live. Vous pourrez nous contacter par la suite, on transmettra la question et on verra pour vous répondre. Et à vrai dire, je ne devrais pas plaisanter sur ce sujet parce que parmi nous, il y a un certain nombre de médecins qui sont partis à la retraite parce que quand même l'enseignement de Roudier est arrêté depuis une vingtaine d'années. Et les jeunes médecins ne sont pas armés pour se lancer dans ce genre de traitement non autorisé officiellement. Ok, alors on va regarder encore s'il y a un petit peu des questions. Je vais parcourir. Oui, ben c'est intéressant que vous ayez des gens qui nous écoutent. Mais ils pourront les lire après, j'imagine. Oui, ils vont pouvoir le voir en différé, parce que le live sera publié sur la page. Alors, je suis content de ce succès, de l'intérêt pour le Roudier, hein, qui est vraiment très intimement lié aux malades de Lyme, dans la mesure où parmi les
ces malades, il y a des difficultés à sortir des situations difficiles, il peut être intéressant d'aborder leur cas sous l'angle immunologique. C'est pas si compliqué. Il suffit de faire un typage lymphocytaire qui montre les niveaux d'activité du système immunitaire et avec les risques de déviance. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, bon, nous, on va continuer de se mobiliser pour vous. Donc là, aujourd'hui, je suis à Vannes avec le docteur. Mais on va suivre un peu tout ce qui se passe. On communiquera sur les réseaux sociaux. Donc, comme le docteur l'a dit, il y a la pétition. Il y a aussi les témoignages pour les patients qui ont pu bénéficier des traitements par le docteur. Donc, qu'ils n'hésitent pas à vous adresser leurs témoignages. Nous, ou alors directement aux associations. Je pense que toutes les associations vont jouer le rôle, vont jouer le jeu, je veux dire. Nous, en tout cas, on le jouera, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez nous adresser vos témoignages à contact@ledroitdeguérir.com. Voilà, je vous remercie tous d'avoir suivi ce live, de le partager et puis de soutenir le médecin et que tous ensemble on arrive à une issue favorable pour le docteur et qu'il puisse continuer à traiter les malades de Lyme. Voilà. Je vous en remercie vivement d'avance et à bientôt. Merci.